back. Please. Oh my shit. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil fend le ciel new-yorkais. Il s'écrase sur la tour sud du World Trade Center. L'impact provoque une énorme explosion. Plusieurs télévisions américaines et des vidéastes amateurs filmeront la scène. The FBI says this was a United Airlines flight, 175 out of Boston, also headed to Los Angeles. Certains occupants de la tour en flammes, pris au piège, cèdent au désespoir. Il est 9h43 à Washington quand un troisième avion de ligne s'abat sur le Pentagone, le ministère de la Défense, réputé intouchable. Ordre est donné d'évacuer la Maison-Blanche et plusieurs ministères stratégiques. À ce moment-là, le président Bush se trouve en Floride. à New York. La tour nord du World Trade Center s'effondre après avoir explosé. Un immense nuage de poussière assombrit Manhattan. Go under the fire truck. Right there, the closest fire truck has water right there. You have no water? You got water? You can find any of those spots, I can get you water. There's a truck right there. Right there. I thought it was over. Quelques instants seulement après l'effondrement de la première tour, un quatrième appareil détourné, un Boeing 757, s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. L'avion s'enfonce et disparaît dans le sol. Retour à New York, il est 10h28. La seconde tour du World Trade Center s'effondre. Les deux plus hauts gratte-ciel de la ville sont rayés de la carte. Un médecin en possession d'une caméra vidéo filme les premiers instants de son intervention. Je dois partir. Je dois partir. Ça vient sur moi. Ça y est. Je suis derrière une voiture. C'est incroyable. Ok, je dois trouver des gens qui ont besoin d'aide. Je pense pas être l'un d'eux. Ça va, monsieur? Je peux avoir aussi un masque à oxygène? Je peux en avoir un, moi aussi? Everybody has you drive. Do we have any Les premiers secouristes ne savent plus où donner de la tête. Come on in. Come on in. Thank you. Manhattan offre à ce moment-là un spectacle surréaliste. Don't run! Don't run! It's only dirt!
Le maire de la ville donne l'ordre d'évacuer le quartier le plus vite possible. Il est 17h25 à New York. Soudain, un immeuble de 47 étages, tout proche des tours jumelles du World Trade Center, s'écroule. Il abritait le PC de crise de la ville de New York. À New York, surnommée la ville qui ne dort jamais, la nuit ressemble étrangement au jour. En tout cas cette nuit-là. Les mêmes scènes se répètent, les mêmes secouristes tentent de percevoir des signes de vie. Transformés en zombies, des pompiers épuisés se relaient depuis maintenant plus de 48 heures au milieu de cet incroyable chantier. Au loin, la statue symbolisant la liberté n'a pas pu rester indifférente au spectacle d'une Amérique touchée en plein cœur. Et pendant ce temps-là, voyons ce qui se passait dans les 4 avions détournés par les pirates de l'air. Alain Hamar tente de reconstituer le drame, appareil après appareil. Le ciel est bleu sur New York. Il est un peu plus de 8h50. Le vol 11 d'American Airlines, parti de Boston quelques minutes plus tôt, à destination de Los Angeles, est détourné par des terroristes. Dans l'avion, les 80 passagers assistent à des meurtres de sang-froid. Certains d'entre eux profitent de la confusion pour appeler le 911, numéro des services d'urgence, pour décrire le drame qu'ils sont en train de vivre. Ils ont commencé à tuer des hôtesses, dit l'un d'eux, à l'arrière de l'appareil pour faire diversion. Le pilote est alors sorti pour aider et ils ont pu ainsi rentrer dans le cockpit. Les pirates ne portaient pas d'armes à feu. Ils avaient dissimulé dans leur bagage à main et leur nécessaire de rasage des armes ressemblant à des couteaux avec des manches en plastique et des lames de rasoir. La confusion est totale. Il est 8h56, le vol 11 d'American Airlines s'encastre de plein fouet dans l'une des 2 tours du World Trade Center. 20 minutes plus tard, le centre des opérations d'urgence de Westmoreland, près de Pittsburgh, reçoit un coup de téléphone d'un homme qui se dit enfermé dans les toilettes d'un Boeing 757 United Airlines. « Notre avion est détourné », dit-il. Avant que la communication soit coupée, le même homme parle d'une explosion et d'une fumée blanche. Le commentaire est alors coupé. Il est 9h03, le vol 175 d'United Airlines, qui devait relier Boston et Los Angeles, s'écrase sur la seconde tour du World Trade Center, alors que la première est en flammes. De Washington, un autre Boeing d'American Airlines, vol 77, a décollé pour Jules et Los Angeles. Il n'est rempli qu'en partie. 58 passagers sont à son bord et 6 membres d'équipage. Quelques minutes après le décollage, même scénario que pour le précédent, des pirates s'emparent de l'appareil et neutralisent les passagers et l'équipage. Une hôtesse appelle son mari pour lui dire adieu.
Les terroristes entrent alors dans le poste de pilotage, s'emparent des commandes, leur conversation est captée par un contrôleur aérien. « Nous avons plus d'avions, nous avons d'autres avions », lance-t-il au pilote du Boeing. L'un des pilotes avait branché son micro, de sorte que la conversation puisse être entendue. Le terroriste dans le cockpit parlait anglais. Il disait quelque chose du style « Ne faites pas de conneries, vous ne serez pas blessé ». Barbara Olson, célèbre chroniqueur politique, parvient à appeler son époux de son portable. Elle lui indique que les pirates sont armés de cutters et de couteaux. Ils sont plusieurs, précise-t-elle, et ont refoulé tous les passagers et tout l'équipage, dont le pilote, à l'arrière de l'appareil, en les menaçant de leurs armes blanches. « Que dois-je dire au pilote de faire » demande-t-elle à son mari, complètement terrorisé. Il est 9h43, le vol 77 ne répond plus, il vient de s'écraser sur le Pentagone. Dans le vol 93 d'United Airlines, un scénario identique semble se produire. Mark Brighton, un chargé des relations publiques de l'État de Californie de 31 ans, réussit à joindre sa mère, Alice Oglan, grâce à son portable. Il m'a dit « Maman, je t'aime, mais j'ai peur qu'on ne se revoie plus. » Je pense qu'il me téléphonait avec un téléphone de l'avion, assis à sa place. Et puis il m'a redit « Maman, je t'aime très fort, je t'appelle de l'avion. Il y a 3 hommes qui ont pris le contrôle. Ils disent qu'ils ont une bombe. » Je lui ai alors dit « Mais qui sont-ils, Marc ?» Mais il m'a encore répété « Je t'aime, tu sais, maman. » Et à ce moment-là, je ne l'entendais plus très bien. Il y avait des gens qui lui parlaient. Il m'a dit « C'est vrai ce que je te dis. » Et puis on a été coupés. Il nous a dit « Je vous aime beaucoup et je ne vous reverrai probablement jamais. » Car l'avion a été pris d'assaut par des pirates de l'air. Ensuite, nous lui avons dit à notre tour que nous l'aimions très fort. Il est 11h27, le Boeing 757 United Airlines s'abîme dans une forêt de Pittsburgh. Le remplissage des vols tragiques était faible mardi matin, 226 passagers sur les 4 avions pour une capacité globale de près de 700 sièges. En direct avec nous maintenant, Loïc Béroux qui sillonne les rues de New York. Un New York qui compte toujours ses victimes, Loïc. Oui, tout à fait, Patrick. Et nous avons vécu tout à l'heure avec Bruce Frankel des scènes assez bouleversantes auprès de ce centre des disparus. Vous imaginez, il y a là des parents qui viennent de l'Ohio, du Michigan, du Canada, du Mexique, parfois même d'Europe, qui ont vécu une success story avec leurs enfants. Ils travaillent dans les Twin Towers, dans les tours jumelles, dans le centre de la finance mondiale. Et ils se retrouvent ici, dans cette ville déboussolée, avec des sirènes qui hurlent dans tous les sens, à faire la queue pour remplir un document. On leur demande de spécifier les particularités morphologiques de leur enfant, qui une dent cassée, un grain de beauté. Vous imaginez l'impact que ça a pour eux. Pour l'instant, la police n'ose pas encore leur demander des échantillons, des cheveux ou des échantillons d'ADN, mais compte tenu de l'état des cadavres qui sont retrouvés dans ces décombres, on imagine qu'ils devront y recourir. Vous aurez remarqué aussi, Patrick, qu'on ne voit pas, depuis les scènes traumatisantes de mardi que vous avez largement rappelé à l'instant, on ne voit pas de morts. Les 98 cadavres qui ont été retrouvés pour l'instant sont répartis dans 3 morgues aux alentours, dans la banlieue immédiate de New York. On ne voit pas de cadavres américains depuis la guerre du Golfe. En septembre dernier, l'attentat contre le destroyer Cole, 17 morts. On ne voit pas de cadavres américains, si ce n'est dans des cercueils lors de cérémonies très officielles, de mémoriaux, qui font appel à l'unité de la nation. Ça fait partie de la gestion très politique de cette crise. La reprise de la vie à New York, le semblant ou l'illusion de reprise de la vie à New York, c'est un acte politique. Le fait de ne pas voir de sang, c'est aussi une gestion politique de la crise, pour ne pas traumatiser plus l'Amérique qui l'est déjà assez, et peut-être aussi pour ne pas réjouir quelques esprits pervers que vous avez aussi largement évoqués ou dont vous avez brossé le profil lors de cette édition. Merci Loïc. Et toujours à New York, on vient d'apprendre à l'instant que les marchés boursiers rouvriront lundi matin. Alors nous continuons notre tour du monde et nous nous rendons au Pakistan avec cet acteur important dans d'éventuelles représailles contre l'Afghanistan, puisque c'est le pays voisin qui a accueilli les talibans avant leur grande offensive et puis qui s'est démarqué de leur conception intolérante de la charia. Les États-Unis attendent désormais la coopération d'Islamabad, où nous retrouvons Marine Jacquemin et Mathieu Dupont.
Nous sommes avec vous sans limite, c'est ce que l'homme fort du Pakistan, le général Musharraf, a promis à George Bush lors d'une allocution télévisée, assurant également à l'ambassadrice américaine sur place la coopération totale du Pakistan dans les jours à venir. Si l'homme de la rue, dans sa grande majorité, assure aussi les États-Unis de sa sympathie, tous nient que leur pays soit le plus grand centre de terrorisme international mondial. Des terroristes, il y en a partout, dans tous les pays et surtout aux États-Unis. Pourquoi toujours accuser les musulmans? Non, non, ce n'est pas un terroriste. Comment pouvez-vous dire cela? C'est de la propagande. Pourquoi supporter toujours Israël contre les musulmans? Ne sont-ils pas des terroristes? Pourquoi les Européens ne font rien? Dans la rue voisine, le centre de recrutement Cachemiri Al-Bader. Ici, des jeunes viennent s'enrôler tous les jours pour la guerre sainte contre l'Inde. Les hommes qui nous accueillent ne veulent pas être filmés. Ils expliquent qu'ils ne sont pas des terroristes, qu'ils défendent simplement leur droit de vivre. Juste en face, dans l'école coranique du quartier, aucune agressivité, nous sommes reçus très aimablement. Bien sûr qu'ils ont peur des représailles, mais pour eux, ce serait injuste. Vous n'avez rien fait quant aux attentats avec les talibans. Ce sont avant tout les Américains qui leur ont donné les armes et l'argent. Dans le même temps, sur l'aéroport d'Islamabad, depuis 48 heures, les personnels de l'ONU, les humanitaires et les diplomates occidentaux, tous quittent Kaboul dans la peur d'une attaque annoncée, mais non de gaieté de cœur. Comme vous savez, l'Afghanistan est un pays en crise après 22 ans de guerre, la pire sécheresse depuis 100 ans, des abus des droits de l'homme et un sentiment d'anxiété dans toute la population. Et chacun ici espère encore que le pire pourra être évité pour la population afghane. Marine Jacques-Mac, nous retrouvons avec nous. Marine, est-ce que cette région du Pakistan et de l'Afghanistan s'inquiète de la possibilité de représailles américaines ou alliées? Si vous voulez, de ce que nous savons, en tous les cas de l'Afghanistan, d'après les gens de l'ONU qui viennent de rentrer, évidemment, après 20 ans de guerre, les Afghans disent qu'ils n'ont aucune inquiétude, qu'on peut désormais tout leur faire. Ce sont des gens qui ont tellement souffert qu'ils n'ont plus d'angoisse particulière, si ce n'est aujourd'hui de survivre. Côté pakistanais, c'est un peu différent. On aime à rappeler avec un clin d'œil que dans la région, les Pakistanais sont les seuls, avec l'Inde, à posséder l'arme nucléaire, mais il n'empêche que l'idée et le spectre d'une nouvelle guerre du Golfe les inquiètent énormément. Et la rue aujourd'hui est très calme, est très posée, mais très inquiète. Les Pakistanais, Marine, qui eux-mêmes ont une marge de manœuvre très très limitée. Oui, les autorités pakistanaises ont une marge de manœuvre très limitée, dans le sens où ils promettent aux Américains de lutter avec eux contre le terrorisme, tout en leur rappelant que sur le territoire, ce sont les Américains qui ont mis le verre dans le fruit, avec des gens comme Oussama Ben Laden, qu'ils ont créé de toutes pièces, ainsi que ses troupes, lors de la guerre afghano-soviétique. Ils les ont armés, ils les ont financés. Les Pakistanais, de leur côté, ont entièrement éduqué dans les écoles coraniques du Pakistan les talibans qu'ils ont mis au pouvoir avec l'Arabie saoudite afin d'étendre leur hégémonie vers les steppes de l'Asie centrale, vers ces anciennes républiques de l'ex-Union soviétique et leurs richesses. Alors aujourd'hui, le général Musharraf promet aux Américains de les aider, promet d'ouvrir son espace aérien en cas d'attaque massive des troupes de l'OTAN et même peut-être de les accueillir sur son territoire. Mais ce sont des promesses dangereuses et difficiles à tenir car la rue pakistanaise s'islamise de plus en plus. Oui, Marine, on a vu que l'Occident s'est montré impuissant à enrayer la montée de l'islamisme fanatique à Kaboul. 2 parlementaires français, Brice Lalonde et Emery de Montesquieu, se sont rendus récemment en Afghanistan et ils témoignent pour Françoise Hugues de la situation. Moi, j'ai la chance de connaître le commandant Massoud. J'espère qu'il est toujours vivant. Et j'ai vu son combat. Et plusieurs années de suite, je suis allé, de même qu'au Soudan. Et j'ai vu contre quoi il luttait, lui. Lui qui est un musulman, un homme très pieux, mais qui est un démocrate. Et en face de lui, j'ai vu des hordes, excusez-moi de vous dire. Il y a au Pakistan 1 million de jeunes qui sont formés dans les écoles coraniques et là, ils apprennent à tuer. C'est la guerre sainte. Ils apprennent à se venger. Vous savez comment ils nous appellent? Ils nous appellent les croisés, se venger des croisades. Pour eux, l'Amérique et les Juifs, c'est pareil, c'est l'adversaire. Et ils ont le droit de se servir de butin, de traiter les femmes n'importe comment parce que c'est la guerre sainte. Et avec ça, ils vont directement au paradis. Ce qui m'a frappé, c'est la détermination de part et d'autre, de par le commandant Massoud, qui considère qu'il est un bouclier contre l'islamisme,
il défend la liberté et aussi il est un peu un avant-poste de l'Occident. Et d'autre part, les talibans, parce que je les interrogeais sur le terrorisme, et là, on vient d'en voir un exemple dramatique il y a 2 jours. Il disait, écoutez, on est obligé de lutter ainsi contre les États-Unis. On veut aussi lutter contre la France pour aider nos frères algériens. Et on veut aussi punir la Russie. Donc, si vous voulez, il y a une détermination. D'une part, les talibans qui veulent agresser le monde avec la djihad, avec le prosélytisme islamique. Et d'autre part, Massoud qui est décidé à leur résister. Et puisqu'on a beaucoup parlé du commandant Massoud, victime d'un attentat suicide la veille des attaques sur le sol américain, sachez qu'il a été officiellement remplacé par un nouveau chef militaire. Selon son entourage, son état de santé se détériore. Il lutte, disent ses amis, entre la vie et la mort. Donc il lutte contre la mort. La tragédie américaine est suivie minute par minute au Proche-Orient. On a vu les marques de solidarité de Yasser Arafat et de certains Palestiniens. Mais là-bas, le conflit n'est pas éteint et le rôle des États-Unis y est encore stigmatisé dans les territoires autonomes. Reportage là-bas d'Isabelle Marc et Jean-François Monet. 11h ce matin, dans Gaza, interdit d'accès depuis 2 jours, même à la presse. 5 minutes de recueillement et de prière pour les victimes américaines ont été observées dans les écoles. Pour que le monde, États-Unis en tête, sache que les Palestiniens condamnent les attentats. Pas question de faire l'amalgame entre eux et les terroristes. Les Américains doivent savoir, dit cet homme, que nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes contre les tueries d'innocents, de femmes, d'enfants. Leurs enfants sont comme les nôtres. Pour autant, dans les camps de réfugiés comme celui de Daïcha, près de Bethléem, lui aussi pratiquement fermé depuis une vingtaine de jours, l'Amérique, c'est aussi l'État qui fournit des armes aux Israéliens pour lutter contre l'intifada, des balles au F-16 Made in USA. J'ai des sentiments contradictoires entre le fait qu'une superpuissance qui aide Israël est touchée et le fait que l'on tue des Américains qui n'ont rien à voir avec cette politique. Cela devrait obliger les États-Unis à reconsidérer leur politique au Moyen-Orient et dans le monde. Et si quelques rares scènes de liesse se sont produites mardi, depuis, c'est le calme qui règne dans les ruelles défoncées des camps, un calme inquiet. Ce que craignent le plus les Palestiniens aujourd'hui, c'est que le gouvernement israélien ne se sente renforcé dans sa politique de durcissement, alors que le cycle des attentats et des représailles a repris de plus belle ces dernières semaines. En Israël, les attentats de New York et de Washington sont vécus comme un désastre national. La sympathie et les liens entre les 2 peuples ont toujours été forts. Il y a 10 minutes, le Premier ministre Ariel Sharon sommait Yasser Arafat de choisir entre le camp de la paix et celui de Ben Laden. Bertrand Aguirre. Sous les projecteurs des caméras, Moshe Katsav, président d'Israël, offrait hier son sang aux victimes américaines des attentats de New York et de Washington. Un geste symbolique suivi un peu partout dans le pays par des milliers d'Israéliens. Selon les estimations, le tiers de la population de New York est juive et de nombreux Israéliens ont la double nationalité. J'ai de la famille, beaucoup d'amis là-bas. Je n'ai réussi à parler qu'à une seule personne. Toutes les lignes sont saturées. Je ne peux donc qu'espérer. L'une des tours du World Trade Center abritait une importante société financière israélienne. Une cellule de crise a été montée en urgence pour répondre aux appels des familles. Nous avons été submergés par des centaines d'appels. Notre standard était totalement saturé. Nous avons dû monter 2 autres cellules à New York. Perçue comme un désastre quasi national, la tragédie américaine est aussi en Israël une occasion politique pour enfoncer le clou. Ariel Sharon n'a pas hésité lors d'un entretien téléphonique récent avec Colin Powell de comparer Yasser Arafat avec Oussama Ben Laden. Pour le gouvernement israélien actuel, il y a ce soir officiellement un avant 11 septembre et un après, avec tout ce que cela comporte de sous-entendus. Et Jérusalem va rebaptiser pour un mois sa principale artère, rue de New York. Sentiment mélangé au Liban, longtemps dévasté par la guerre et encore tiraillé entre ses voisins israéliens et syriens, et où la communauté chrétienne est encore présente. Corinne Lalo. Les Palestiniens du Liban sont aujourd'hui embarrassés par les réactions enthousiastes qui avaient salué les attentats. Aujourd'hui, les positions sont plus mesurées. Nous sommes contre l'assassinat d'innocents, mais ici il y a beaucoup de morts et personne ne s'en soucie. Les critiques à l'encontre de la politique américaine au Proche-Orient n'en restent pas moins sévères, comme ici, dans le camp palestinien de Saïda, au sud Liban.
Nous reprochons aux Américains d'être complices d'Israël. Israël nous frappe avec des chars et des avions américains. Les murs sont aussi parlants. Que disent-ils? Israël plus les États-Unis égale les nazis et leur croix gammée. La Palestine est à nous. L'Amérique peut bien retirer les Israéliens et nous ramener chez nous. Les réactions de joie spontanée qui ont suivi la nouvelle des attentats sont désormais contrôlées. Elles ont laissé la place à une attitude plus mesurée. Beaucoup de Palestiniens déplorent les victimes civiles, mais espèrent que l'Amérique tirera la leçon et abandonnera sa politique de soutien à Israël. Et puis tout à l'heure, Saddam Hussein a mis en garde les Arabes contre un soutien aux États-Unis. Après Fidel Castro, qui se disait hier solidaire des citoyens américains, la Chine s'est dit tout à l'heure prête à participer à la riposte dans le cadre de l'ONU. Londres, grand allié de Washington, était aujourd'hui en deuil. Il y aurait une centaine de victimes britanniques à New York. Le cérémonial de la relève de la garde devant le palais de Buckingham s'est déroulé pour la première fois de son histoire au son de l'hymne américain. Nicolas Bellet. Londres à l'unisson de la douleur américaine. Sur ordre de la reine, l'hymne des États-Unis a retenti ce matin devant le palais de Buckingham. Puis 2 minutes de silence ont été observées à la mémoire des victimes de la tragédie du World Trade Center. C'est atroce. Savoir que 15 000 personnes ou même plus sont mortes sans aucune raison, c'est dur, c'est très dur. Une émotion partagée par toute la Grande-Bretagne qui, elle aussi, compte ses morts. Une centaine de Britanniques ont déjà péri dans la catastrophe. Le nombre de Britanniques tués dans l'attentat sera d'au moins 500 personnes, peut-être plus. Pour soutenir les familles de victimes sans nouvelles de leurs parents aux États-Unis, une ligne d'assistance psychologique a été mise en place. 14 000 appels ont déjà été reçus, parmi eux celui de cet Irlandais qui a perdu sa sœur dans le drame. Ma sœur a pris l'avion mardi matin à Boston pour Los Angeles. Elle était dans l'un des 2 appareils qui se sont écrasés sur les tours à New York. Un peu partout à Londres, les Anglais viennent témoigner leur solidarité à une communauté américaine particulièrement importante en Grande-Bretagne. Mais c'est à la City, le cœur financier du royaume, que l'émotion est sans doute la plus forte. La City qui s'est elle aussi recueillie pendant quelques instants en souvenir de ses collègues disparus sous les décombres de Manhattan. La plupart des gens que je connaissais là-bas travaillaient dans les derniers étages, là où l'avion s'est écrasé. Le Royaume-Uni participera demain à la journée de deuil européen et une cérémonie du souvenir sera célébrée en la cathédrale Saint-Paul. En Allemagne, 10 000 personnes se sont rassemblées devant la mairie de Hambourg pour rendre hommage aux victimes des attentats aux États-Unis. L'Allemagne qui a par ailleurs observé 5 minutes de silence ce matin à 10 h dans tout le pays. En France, Jacques Chirac et Lionel Jospin ainsi que de nombreuses personnalités politiques ont assisté à la cérémonie interreligieuse célébrée aujourd'hui en l'église américaine de Paris. Antoine Lefebvre. Autour de l'église américaine, aujourd'hui à Paris, rien n'a été laissé au hasard par les forces de l'ordre. C'est là que nombreux, Français et Américains de passage, sont venus rendre hommage aux victimes de Manhattan et de Washington et témoigner de leur solidarité. On est tous concernés et puis je pense qu'il faut leur prouver, il faut leur montrer qu'on est proche d'eux. Ce sont quand même nos frères d'armes et on ne serait pas libre aujourd'hui sans les Américains. Mais à travers cette cérémonie œcuménique, simple et digne, les représentants religieux avaient un autre message à transmettre, ne pas ajouter la haine à la haine. Il ne faut pas diaboliser tous les peuples musulmans, c'est pas eux qui sont responsables. La communauté musulmane, que l'islam dans son ensemble s'associe à un drame qui a une dimension, qui a la dimension de toute l'humanité, sans distinction. Devant le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et de nombreuses personnalités politiques, chants et prières se sont ensuite succédés. Le monde a tant souffert des guerres de religion pour qu'ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous bâtissions les religions de la paix. Nous souhaitons être solidaires dans l'épreuve aujourd'hui. Demain, ce sont les écoles françaises qui pourront s'associer à la journée de deuil européenne en respectant 1 minute de silence.
Même si aucune menace sur la France n'est identifiée, depuis 48 heures, les avions de patrouille ont été réarmés. Et puis à Paris, les démineurs sont intervenus une vingtaine de fois aujourd'hui par précaution. Philippe Morand. 2 objets suspects, des batteries laissées sur le trottoir, non loin des Champs-Élysées. Le quartier est bouclé, les habitants évacués, jusqu'à l'intervention des démineurs. Fausse alerte, la crainte est dissipée. Les services de déminage ont effectué aujourd'hui une vingtaine de sorties pour cause d'alerte à la bombe dans la capitale. Paris et sa région, où les renforts de police et de gendarmerie, 6600 hommes, commencent à se déployer dans le cadre du plan Vigipirate renforcé. À la Tour Eiffel, les militaires patrouillent et les vigiles fouillent les sacs. Les touristes redoutent surtout des actions contre la France, si celle-ci était engagée dans une action antiterroriste. Parce que le jour où on saura qui l'a fait, les menaces pourraient venir même chez nous, puisque on sera dans le coup. Ça, il y a des grandes chances. Je pense que la Tour Eiffel pourrait être une cible potentielle. Et donc, hier, en écoutant les informations, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on venait à Paris ou pas. Dans tous les lieux publics, et en particulier les lieux touristiques, les poubelles ont été obturées, les consignes fermées, les containers de verre retirés et les sanisettes publiques fermées. Des barrières interdisent toujours le stationnement devant les écoles et les crèches. Quant aux manifestations prévues dans les prochains jours, les championnats du monde de pêche sont maintenus au bord de la Seine, mais la technoparade de samedi est annulée. La journée sans voiture du 22 septembre pourrait se dérouler sur un périmètre réduit. Nous travaillons dans le respect d'un plan Vigipirate performant et qui nécessite des effectifs. Et donc, pour voir comment nous pourrions la réussir dans ce cadre-là. Si ça n'était pas possible, je dirais la vérité que je suis pour la journée sans voiture, mais je suis aussi dans des circonstances particulières pour la meilleure sécurité possible des Parisiens. Pour prévenir toute menace, le maire de Paris a annoncé que les dispositifs d'anti-intrusion dans le réseau d'alimentation en eau de la capitale ont été vérifiés, tout comme les dispositifs d'alarme. L'Opéra de Lyon a dû être évacué ce matin après une alerte à la bombe. Même chose tout à l'heure pour 200 personnes dans 2 stations-service de l'autoroute A10 à hauteur du Futuroscope de Poitiers. Sur tout le territoire, le plan Vigipirate a été renforcé, vous le savez. Alain Richard, le ministre de la Défense, a visité aujourd'hui l'état-major de ce dispositif. Mathilde Pazinetti. Une centaine de personnes sont évacuées. Une fausse alerte à la bombe à l'Opéra de Lyon a provoqué le bouclage du quartier. Les forces de l'ordre sont désormais en alerte. Le plan Vigipirate, réactivé depuis 48 heures en France, mobilise maintenant 4500 policiers, gendarmes et militaires. Ce matin, le ministre de la Défense, Alain Richard, est allé visiter le centre de coordination des armées engagé dans l'opération Vigipirate. À Bordeaux, les barrières sont de nouveau installées aux abords des écoles. À la gare, la présence policière a été renforcée. Les usagers sont rassurés. Je crois que le monde entier se sent menacé. Parce que bon, ce qui s'est passé maintenant aux États-Unis, je crois que personne s'y attendait. Sinon, mais si ça arrive aux États-Unis, ben, ça peut arriver n'importe où dans le monde. À Marseille, l'aéroport international de Marignane est désormais sous haute surveillance. Une centaine de militaires, une demi-compagnie de CRS sont sur le terrain. La préfecture a appelé la population au calme, à la vigilance et à la prudence. À Strasbourg, les lieux stratégiques comme le Parlement européen et l'aéroport sont gardés en permanence. 60 militaires, une compagnie de CRS et un escadron de garde mobile sont venus renforcer les effectifs. Le consulat américain est aussi sous surveillance. Aujourd'hui, plusieurs badauds s'y sont rendus pour y déposer bouquets de fleurs et bougies en signe de solidarité. Et demain, il y aura à midi une minute de silence en France sur l'ensemble du territoire. Et TF1 s'associera à cette minute de silence à 12 heures précises. Aux États-Unis, il y a 3 minutes, les autorités de l'aviation civile américaine ont fait savoir que les compagnies aériennes étrangères devaient se soumettre à des règles de sécurité plus précises et plus draconiennes avant d'être autorisées à pénétrer à nouveau dans l'espace aérien américain. Et la fermeture de ce ciel américain continue de perturber fortement le trafic aérien international. Tout à l'heure, un avion parti de Rome a dû faire demi-tour après l'annulation de l'autorisation d'atterrir aux États-Unis. Bénédicte Delfaux. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vous demanderai de reculer derrière les ascenseurs. Premier contretemps. Au moment d'enregistrer leurs bagages, les passagers du premier vol Air France à destination de New York sont évacués. Il y a un bagage abandonné.
Nous faisons un périmètre de sécurité. Nous attendons les artificiers qui vont... Et après quelques minutes de patience, minutes qui leur parurent insupportables, il faut dire, pour expliquer cette hâte, que tous ces passagers américains prioritaires sur le premier vol de retour n'attendent qu'une chose, rentrer chez eux. On en a assez, on est ici depuis mardi dernier et aujourd'hui on est... je sais même plus. Je suis très heureux de rentrer à la maison et on fera face, quelle que soit la situation qui nous attend là-bas. Car voici 2 jours que les autorités américaines soufflent le chaud et le froid. La réouverture de leur espace aérien, annoncée hier en début de soirée, est sans cesse repoussée. Et une nouvelle fois, aujourd'hui, quelques minutes avant d'embarquer, tous les vols aux États-Unis sont annulés. c'est bien entendu la consternation parmi les passagers. Les vols ont été annulés. Et même les passagers qui sont sur le vol doivent sortir. Je pense que le gouvernement américain devrait s'occuper un peu plus de ses citoyens. On se sent abandonné. Je veux retourner à la maison. Je n'ai pas envie de rester ici. J'ai les familles, j'ai petites bébés à la maison. La suite, ils la connaissent déjà. Depuis 3 jours, Air France offre à tous ses passagers errants un moyen de transport, un hébergement et les communications outre-Atlantique pour rassurer les familles. Quant à la cause de cette nouvelle déception, la FAA, qui est l'autorité aéroportuaire et de gestion de l'espace aérien américain, a fait savoir à l'ensemble des compagnies du monde qu'elle allait publier un certain nombre de mesures de sûreté nécessaires à prendre et qu'en attendant, aucun vol n'était autorisé à décoller pour atterrir aux États-Unis. Comme des centaines de milliers d'autres Américains bloqués dans les aéroports à travers le monde, les passagers d'Air France se préparent à passer une nouvelle nuit en France, en espérant que ce soit la dernière. La cellule de crise du Quai d'Orsay a déjà reçu des milliers d'appels de Français inquiets du sort de leurs proches dont ils sont sans nouvelles aux États-Unis. Marie-Laure Bonnemin. On demande à notre consul général à Boston de prendre toutes les dispositions nécessaires pour acheminer ces 2 personnes, les 2 parents, sur New York. Près de 17 000 appels téléphoniques ont été reçus par le personnel de la cellule de crise du Quai d'Orsay depuis avant-hier. Appels de familles inquiètes qui ont été très difficiles à rassurer au vu du peu d'informations connues. La première chose, c'est d'être en liaison avec le consulat général à New York pour avoir des informations concrètes, crédibles. Notre consul était au moment du drame, était à Wall Street. Il a regagné immédiatement le consulat et immédiatement il a cherché à cibler, à repérer les sociétés françaises, les Français qui travaillaient dans le World Trade Center. Et ça a été tout le travail des heures qui ont suivi, pouvoir identifier les Français. Je peux vous dire que c'est un travail qui a continué encore jusque dans la soirée d'hier. Nous avons retrouvé des Français hier que nous pensions, compte tenu de l'endroit où ils travaillaient au World Trade Center, disparus. Beaucoup s'inquiétaient sans raison car ils ne localisaient pas le World Trade Center au sein de New York. De plus, les lignes téléphoniques étaient coupées. Le rôle des employés était donc surtout de rassurer. À mon avis, de toute façon, sinon on aurait l'information. Non. On essaye de leur expliquer que les gens dont ils nous parlent étaient loin de l'endroit où tout cela s'est passé et on essaye de leur dire que de toute façon, on va les rappeler dès que l'on a des nouvelles. Mais c'est essentiellement un travail psychologique, surtout quand on n'a pas d'informations officielles. La seule certitude que l'on ait à l'heure actuelle est que le nombre de victimes françaises sera très faible.